Salut Aude, je suis content de te retrouver dans ce nouvel épisode et nous allons parler d'hyper-empathie. Quel est le programme? Salut Julien, très contente de te retrouver. Alors oui, l'idée c'était, comme la dernière fois on a déjà touché un petit peu ce thème en parlant surtout de l'hypersensibilité. Donc cette fois je voulais me plonger un petit peu plus profondément dans l'hyperempathie, hein, qui est pas un terme clinique, consensus ou diagnostic, hein. Voilà. Ok, bah c'est parti, on plonge directement dedans. D'accord, très bien. Bon, donc pour juste replacer le contexte, parce que dans la haute empathie, on parle parfois aussi dans certaines études de empathie accrue, ou souvent on entend aussi hyper-empathie, hein, dans la littérature aussi un peu populaire. Il y a un chevauchement en fait entre l'hyperempathie, comme on a vu, avec en fait l'hypersensibilité, comme on l'appelle, hein, ou les SPS, comme on a vu la dernière fois. Ce terme psychologique, on va dire agréé scientifiquement pour parler de l'hypersensibilité, qui est ce sensory processing sensitivity. Et on avait vu que un des traits neurobiologiques et tempéramentaux des SPS, c'est justement une empathie plus accrue, plus importante. Voilà. Donc l'un ne veut pas dire que, enfin c'est pas parce qu'il y a un SPS qu'il y a forcément l'empathie, mais il y a vraiment un chevauchement entre les deux. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet intéressant. Aussi c'est intéressant parce que on entend encore aujourd'hui, hein, chez certaines personnes experts, on va dire médecins ou autres, qui parlent de l'empathie comme un don naturel. Alors certes c'est un point de vue. Et moi, je suis un peu plus. Je pense qu'il y a une tendance à des fois avoir un discours un peu mystifié sur l'empathie, voire un discours un peu spiritualisé. Et ça, c'est parce que si on le remet dans un contexte aussi, je suis anthropologue, donc j'observe aussi comment ces termes sont employés dans diverses sociétés, et ils ne vont pas avoir forcément porter la même teneur en fait, suivant où ils sont employés. Donc, si on revient, nous, en fait, à cette notion à l'étymologie déjà, par rapport à l'empathie, ça vient du grec empatheia. Et on a le M qui signifie que quelque chose passe à l'intérieur ou dedans. Et puis, on a le pathos, patheia pathos, pour la passion, la souffrance ou quelque chose qui est éprouvé. Donc, à l'intérieur. Et en Grèce, dans la littérature et le théâtre grec, on avait cette notion de pathos qui signifiait quelque chose qui nous touche, qui nous émeut, voire qui nous bouleverse. Donc quasiment quelque chose de cathartique, voire complètement cathartique. Par exemple, quand une œuvre est chargée de pathos, c'est parce que on arrive à s'identifier tellement à ce que vit le héros, la tragédie, que on ne fait qu'un avec, quasiment. Donc, ça donne déjà une idée de ce qu'implique l'empathie, voilà. Et là, dans cet épisode, je voulais vraiment parler pas de l'empathie, on va dire que en principe toute personne possède, sauf dans certains cas de vraiment psychopathologie, comme on le verra brièvement. Je mets juste une petite parenthèse que je suis pas diagnosticienne, hein, je suis thérapeute, anthropologue, et je vais aussi apporter des petites dimensions aussi intéressantes de la sinologie, parce que je suis aussi sinologue de formation. Et donc mon but, c'est de pouvoir un peu mettre de la compréhension sur ces termes, mais je suis pas là pour diagnostiquer et je prétends pas non plus avoir la vérité absolue. Je fais des recherches et je vous retransmets ce qui me passionne. Voilà. Et ce qui vient de ma propre expérience et de ma pratique aussi avec des clients très largement dans la haute empathie également. Donc il fut aussi un temps où, mais ça a changé, dans les années 90, on attribuait en fait l'empathie à l'activité des neurones miroirs, ce qui est ce qui est pas révoqué, mais c'est pas seulement ça. Aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et que il y a vraiment une dimension justement dimensionnelle qui explique en fait le phénomène de l'empathie et de la haute empathie.
et que tout ne se réduit pas à avoir des neurones miroirs actifs ou hyperactifs ou pas du tout. Voilà. Donc, on avait pu voir aussi dans le précédent épisode qu'il y a des recherches intéressantes qui font le lien entre une empathie accrue, élevée au-dessus de la norme, avec un parcours de trauma, notamment développemental. Ce qui est appelé les ELA en anglais, les Early Life Adversity. Donc, ces stress extrêmes ou chroniques qui peuvent être vécus dans l'enfance et qui expliquent comment, en fait, on développe certaines stratégies d'adaptation et d'hypervigilance qui font développer chez certaines personnes essentiellement dans les profils SPS, justement un certain type d'empathie. Et puis on avait aussi brièvement vu que du coup ces recherches mettaient en avant qu'il y avait une empathie saine, compassionnelle, où en fait on peut ressentir la souffrance de l'autre tout en restant centré et présent, ce que j'appelle rester chez soi. Donc on reste régulé, on n'est pas complètement déboussolé par la souffrance de l'autre, donc on reste dans une capacité d'aider avec des limites saines, donc une capacité aussi de dire non, de poser certaines limites, et une compassion aussi stable, qui change pas d'un jour à l'autre. Alors que dans le cas de la détresse empathique, justement, ça ce serait la partie de l'empathie non régulée par le système nerveux, où il y a une surcharge, où il y a un trop-plein, où c'est ressenti trop fort. Et là, la souffrance de l'autre déclenche sa propre souffrance. Donc là, on est dans un autre cas de figure où cette surcharge génère une hyperactivation nerveuse qui implique aussi une forme de fusion émotionnelle avec l'autre, comme une dissipation des frontières, où au fur et à mesure, on vit aussi une forme de fatigue compassionnelle. C'est aussi souvent le cas chez les proches aidants, par exemple, ou les professionnels qui travaillent avec des personnes en grande souffrance. Où il peut vraiment y avoir cet effet cumulatif, qui simplement par la répétition de l'exposition à la souffrance des autres, le trauma vicariant comme on l'appelle aussi. Voilà. Et donc cette surcharge émotionnelle ou détresse empathique, elle peut aussi induire une forme soit de retrait, soit de réaction de il faut sauver le monde. Donc des réactions qui sont parfois pas tout à fait ajustées et qu'idéalement il faudrait pouvoir apprendre à canaliser en se régulant en premier lieu, qui est justement le travail que je fais avec le système nerveux, pour pouvoir être disponible sans se mettre à risque. Voilà. Donc en fait, on est connecté à l'autre tout en restant chez soi. C'est ce que tu dis et je trouve ça très juste. Je suis régulé, je suis chez moi, mais je peux quand même me connecter à l'autre, mais sans dissiper complètement les murs de ma maison et être fondu avec l'autre, sa problématique. Et du coup, je suis dans un espace où effectivement, je suis plus régulé, quoi. Exactement. Et je trouve très bien l'image que tu as donnée de la maison, parce que peut-être qu'un hyperempathe, pour donner un exemple concret, il sera tellement touché par la souffrance de, je sais pas, quelqu'un qu'il rencontre dans la rue qui a besoin d'aide et tout, qui va lui donner même son lit, qui va être dans cette espèce de générosité, voilà, qui pourrait être perçue comme excessive pour d'autres personnes. Et attention, comme on disait aussi dans un épisode précédent, la détresse empathique n'annule pas le système de valeurs, qui est très beau, qui est en général sous-jacent à justement ces personnes qui sont dans une haute empathie, donc où il y a véritablement des valeurs assez belles, je veux dire, d'entraide, de solidarité, de compassion, etc. Et c'est comme si c'est décuplé quand il y a la détresse empathique dans la surcharge et la dérégulation du système nerveux. Voilà. Mais ça veut pas dire que c'est pathologique. Je voudrais pas donner ce message. C'est important. Ça va? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Bah non, écoute, je trouve ça très clair. Et l'idée de souffrance, tu disais du pathos, là, du terme grec qui vient à l'origine de l'étymologie. Ces souffrances donc éprouvées à l'intérieur, fortement. Et c'est ça qui crée
par répétition, par le côté chronique de cette souffrance, la suradaptation qu'on a eue ou qu'on a quand on est hautement empathique. Et j'aime beaucoup, comme on en avait parlé aussi, le côté haute empathie et pas hyper, parce que hyper, on est déjà dans le dans le problème, en fait, dans la Exactement. pathologie déjà. Donc ça, c'était Ouais, chouette aussi. Ouais. exactement. Dans le hyper, c'est le trop. Alors, on pourrait aussi parler d'ultra-empathie, hein, comme on avait dit pour l'ultra-sensibilité, comme certains auteurs le suggèrent aussi. Voilà, où là, on va au-delà d'une certaine norme, mais c'est pas un trop plein de. Hein. Comme il y a encore malheureusement beaucoup, à moi y compris, hein, j'ai passé devant des professionnels qui me faisaient vraiment ressentir que mon hypersensibilité était pathologique, était un problème. Euh, ce que je pense est vraiment très incomplet, voilà, comme vision. Et tu sais, j'ai vérifié un peu les termes par rapport au chinois parce que comme je suis aussi sinologue de formation, la Chine a été une grande partie de ma vie, de mon parcours, notamment d'anthropologue. Donc tu vois, les Chinois, eux, ont adopté des caractères que je trouve intéressants pour signifier justement la différence entre ces différents types d'empathie tels que ils sont aussi mis en avant dans les recherches en psychologie. Donc par exemple, on a l'empathie affective. Et l'empathie affective, c'est donc cette capacité à ressentir l'état émotionnel de l'autre. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler un petit peu le phénomène éponge, quoi. Donc il y a une résonance émotionnelle. Hein. C'est plus que comprendre, c'est vraiment ressentir et partager l'état émotionnel. Et en chinois, ça correspond, c'est le gongqing, c'est celui-là. Et le gongqing, donc c'est vraiment le caractère de ce qui est ensemble, en commun, et l'émotion partagée en somme. Donc on a vraiment cette idée de résonance empathique. Après, dans les recherches, ils distinguent aussi l'empathie cognitive, qui est là plutôt la capacité à comprendre l'état mental de l'autre ou la perspective de quelqu'un d'autre, comprendre ce qu'il peut ressentir ou vivre, mais sans nécessairement que ça soit ressenti à l'intérieur, hein, ce qui fait une différence. Et là, en chinois, on a le Tongli Xin, celui-là. Et là, c'est une même logique. Donc ici, en gros, c'est aussi le même, la logique ou le côté raison. Et Xin, c'est le cœur et l'esprit chez les Chinois. C'est le même caractère. Donc il y a l'idée de s'aligner sur la logique de l'autre, partager, comprendre sa perspective justement. Et puis, certaines recherches, aujourd'hui, elles dissocient encore une troisième catégorie qui est l'empathie compassionnelle. Voilà. Et là, ce serait plus ressentir de la préoccupation, du soin et une motivation prosociale envers l'autre. Voilà. Et là, en Chine, on a un terme qui est assez ancien, qui vient plutôt du lexique bouddhiste, c'est le Zibei. Voilà. Le Tsubei, le dernier. Et ce Tsubei, c'est l'idée justement de la compassion, de la bienveillance aimante face à la souffrance. Et ça rejoint l'idée de compassion universelle. Et ça, c'est vraiment des termes qui viennent à l'origine du sanskrit, qui sont vraiment anciens. Est-ce que ça résonne pour toi, Julien ? Je trouve ça génial que tu nous donnes déjà le point de vue aussi, la perspective du point de vue chinois et du langage chinois. Tu disais, et ça m'a marqué, le cœur et l'esprit, c'est le même caractère, c'est ça ? Ouais, en Chine, c'est le même, exactement. J'aime bien l'idée que justement ces deux soient reliés. Et j'adore justement cette écriture symbolique que nous, on n'a pas du tout. Et donc, ça nous permet de faire des points de vue, des pas de côté. Et d'avoir ce point de vue sur la différenciation entre l'empathie affective, cognitive et compassionnelle. Donc, en fait, l'affective et cognitive, elle parle pas de souffrance, elle parle de compréhension du monde de l'autre. Elle parle pas... Ouais, alors l'empathie cognitive, effectivement, elle est plus reliée au mental, à une démarche mentale, on pourrait dire. C'est-à-dire, on peut comprendre la perspective de l'autre, mais on n'est pas dans une résonance, on pourrait dire vibratoire, émotionnelle avec l'autre. Tu vois ?
Dans l'empathie affective, là, oui. Et donc, Ah, celle qui est l'empathie compassionnelle, elle est plus autour de la souffrance, c'est ça? oui, alors j'ai pas trouvé d'article qui étayait ça vraiment en profondeur pour le moment. Peut-être que j'en trouverai encore d'autres. Mais oui, l'empathie compassionnelle serait plus tournée vers peut-être un côté un petit peu moral, tu vois, un rôle un petit peu d'entraide sociale, morale, de faire ce qui est juste. C'est Ok, comme ça que très bien. je le ressens, que c'est un petit peu plus lié en fait au groupe hein, et au rôle qu'on peut prendre dans le groupe. Ok, très bien. Donc, bon point de vue là, global sur la définition de l'empathie et de la haute empathie. On avance comment ensuite? Ouais. Alors, ben déjà oui, moi je trouve que c'est vraiment intéressant de comprendre tout ça. Euh, de comprendre aussi que du coup ces recherches qui ont distingué aussi l'empathie régulée hein, de l'empathie de la détresse empathique hein, dont on a aussi parlé la dernière fois euh, qu'on voit que c'est donc lié à un background possiblement traumatique hein. Donc il y a aussi une adaptation en somme du système nerveux face à un environnement voilà. Et il y a encore un aspect qui est assez intéressant, et je pense que dans la littérature, on va sûrement en parler de plus en plus maintenant parce que ça change tellement avec les neurosciences, les imageries de scanners, etc., les brain scans et tout ça. On peut voir tellement plus de choses qu'on pouvait le faire il y a 10, 15, 20 ans. Donc ça change tout le temps par rapport à ça. Mais maintenant, on parle aussi de dark empathy dans la littérature anglophone. Donc on pourrait dire l'empathie sombre, obscure. Hein. Alors là, ça n'a rien à voir avec la détresse empathique, attention. Attention à ça. C'est par contre comment justement, une fois qu'on a distingué la dimension de l'empathie cognitive et empathique, cognitive et affective ou émotionnelle, voilà, c'est l'idée que certains types de profils, type narcissique, manipulateur ou certains profils psychopathiques, voire machiavéliques, peuvent en fait employer, parce qu'il y a un petit peu une fausse croyance que ces personnes ne sont pas dotées d'empathie. Maintenant, on a une nuance supplémentaire qui nous indique que c'est faux, que ces personnes sont dotées une certaine forme d'empathie cognitive qui peut être même d'ailleurs prononcée, et que c'est justement ça qui est employé pour manipuler parce que il n'y a pas l'empathie affective suffisante. Soit elle est trop faible, soit elle est quasi inexistante. Donc, ce qui est important de comprendre aussi, pour tout un chacun, même pas que pour les hyperempathes, c'est que il y a une confusion en fait dans le fait de dire que comprendre les émotions d'autrui, c'est pas forcément être bienveillant. C'est un peu triste, mais c'est quand même quelque chose d'important à comprendre malheureusement dans ce monde. Hein, et on a des exemples, bien entendu. Bah, comme je te mentionnais, j'en ai eu un encore hier. Tu peux nous en parler un petit peu d'ailleurs, justement, pour donner un peu ton point de vue. Puis ça aide à vous montrer que même si on est sur le chemin, on est challengé, on doit muscler justement le muscle de la frontière, du nom, des limites, du ressenti. Et l'épisode qu'on va enregistrer juste après vous aidera à avancer vous-même avec un protocole qu'a préparé également Aude. Mais ouais, si tu veux nous avancer là-dessus, parce que j'aime beaucoup cette phrase que comprendre les émotions et être connecté aux émotions, ça va pas forcément faire de nous quelqu'un de bienveillant, parce qu'il y a l'idée aussi de choix dans le côté sombre et le côté lumineux en fait à Oui, chaque action, même si on est très connecté, ça veut pas dire qu'on est des personnes oui, incroyablement gentilles, bienveillantes, au contraire quoi. voilà. Et exactement. Et puis d'ailleurs, dans les deux cas, il y a aucune étude qui démontre qu'on est absolument bienveillant parce on a de l'empathie affective. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce que c'est des études en fait sur la psychopathie et l'empathie justement, qui montrent et la compassion, qui montrent que il y a vraiment une forte empathie cognitive. Donc une capacité de comprendre ce qui fait sens, parce que c'est ça qui les rend performants et qui peuvent avoir des belles carrières dans ce qu'ils font. Voilà. Et oui, alors il y a un exemple que j'ai vécu récemment
pour faire le lien avec peut-être un exemple concret et comment en fait on s'extirpe parfois de certaines situations un peu délicates. Euh, j'étais accompagnée par une personne, j'avais différents entretiens de conseils par rapport à justement un plan financier, hein, pour la suite, prévoyance professionnelle, des choses comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne est venue fortement vers moi avec à plusieurs reprises, a insisté sur le fait, parce que c'est par réseau interposé que j'ai pu être en contact avec elle, et j'étais très reconnaissante, évidemment. Et cette personne a expliqué ses motivations dès le départ avec beaucoup d'insistance. Donc, il y a eu un crescendo en m'expliquant qu'elle faisait pas ça pour l'argent, qu'elle voulait pouvoir aider des personnes qui étaient, par exemple, dans des difficultés économiques ou dans des situations, voilà, elle pouvait pas forcément s'offrir des conseils des honoraires très élevés, et donc voilà, c'est quelqu'un qui voulait pouvoir aider des personnes un petit peu en situation plus délicate, voilà, financièrement. Et du coup, il a beaucoup réitéré ça, alors que je lui avais pas dit grand-chose sur moi. Et moi, je lui avais dit dès le départ que je le rémunérais pour ses heures, pour que justement, ça soit pas asymétrique, hein, et que ça soit juste pour tout le monde. Et puis toujours ce crescendo, il y a souvent cette un peu cette articulation, cette montée un peu émotionnelle comme ça. Non, mais je le fais pas pour ça. J'ai vraiment envie d'aider. Dans mon pays, c'est comme ça qu'on aide les gens, etc., etc. Bon, certes, je vous la fais courte. On arrive à la dernière séance, et là, tout à coup, le discours change au dernier moment. Bon, maintenant, j'ai passé toutes ces heures à travailler pour toi et je te demande 2000 € d'avance sur les bénéfices que toi, tu feras. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est d'écouter aussi le corps. Parce que dans ces moments-là, il y a clairement du gaslighting, hein, qui est de la dissonance cognitive. Quand on t'explique et on te réitère la même chose pendant un long moment et que tout à coup, flip the cards, ça a changé sans même qu'on t'ait expliqué quoi que ce soit au préalable, non? Parce qu'il y a eu aucun accord, évidemment, il a jamais mentionné 2000 € comme ça, out of the blue, quoi. Et puis, donc ce qui est intéressant, c'est de voir ce crescendo. Et puis après, tout à coup, il y a cet état de dissonance cognitive, hein, qui arrive en général dans ces situations, qui peut générer d'ailleurs un état de froze, hein, de tétanie, le freezing, hein, on ne sait pas où, le phoning justement, dont on parlait. Une des 4 réactions quand on est face à un stress important, ou un choc, c'est de ou bien se soumettre et partir dans le people pleasing par peur de justement perdre le lien ou rejeter l'autre ou être rejeté soi-même, etc. Ou bien d'être dans une forme d'incapacité à répondre, d'être figé, hein, le fameux freeze. Et puis ce qui est intéressant, c'est dans ces moments-là, sentir qu'est-ce que le corps nous dit. Alors moi, j'ai senti, mais je savais que c'était absolument pas, on n'avait jamais parlé de tout ça, hein, et j'ai senti une chaleur monter, mais comme si j'étais dans un four. C'était pas de la colère. Il y avait un mélange de confusion très intense, un mélange, probablement un sentiment, un écho déjà de vécu, de trahison, de choc, de tomber des nues, en fait, voilà. Et puis ce qui est important surtout dans ces moments-là, c'est, moi, la première chose que je lui ai dit, c'est: je ne prendrai aucune décision dans l'état de choc dans lequel je suis maintenant. Ça, j'ai été hyper ferme, et je lui ai dit: je ne te paierai rien d'autre que ce que j'ai convenu que je te paierais au départ. Parce que on n'a jamais parlé au préalable, on n'a pas signé de contrat, et on n'a jamais parlé au préalable de tout à coup ces honoraires que tu me demandes, quoi.
Alors voilà, c'est juste pour donner c'est juste un exemple en fait que je trouve intéressant en fait parce que c'est juste un exemple, mais comme on en voit mais des tonnes au quotidien et dans tellement de domaines différents, hein, c'est ce qu'on appelle des mécanismes d'emprise aussi, d'une certaine manière. Et voilà, par rapport à ces personnes, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, comment dire, dans ce cas-là, moi, ce que j'ai ressenti très fort, par exemple, c'est qu'il y avait clairement un manque d'empathie affective et peut-être même d'empathie cognitive, parce que j'ai bien vu que quand je lui donnais des informations personnelles sur ma situation, par exemple, il revenait toujours à lui. Il n'était pas dans la disponibilité et il ne rebondissait pas sur ce que je lui disais. Donc ça, évidemment que c'est passablement un signe déjà que la personne, elle est plus centrée sur elle que dans la disponibilité de la relation et la disponibilité à l'autre. Donc déjà là, ouais. Ouais, pardon, excuse-moi de te couper, mais il était quand même dans une certaine empathie sombre, une dark empathie, où tu as senti vraiment que finalement il n'y avait pas de connexion, comme tu disais, tout revenait à lui et dès le départ en fait il n'y avait pas cette empathie qu'il utilisait d'une manière à manipuler. Écoute, j'ai de la peine à te dire, je voudrais pas le mettre dans un tiroir injustement. Moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est vraiment cette rupture, une rupture avec la réalité quand même. Enfin, en tout cas, pardon, pas une rupture, mais une forme de déconnexion et de décalage, vraiment, avec la personne qui était en face de lui, parce que c'est comme si lui, il était étonné du choc que ça me générait. Je lui ai dit, attends, tu m'envoies une bombe dessus, je suis en état de choc. Je ne prendrai aucune décision dans cet état-là, et c'est clair que je ne paierai pas de l'argent. Que je n'ai pas accepté de payer au départ, selon des clauses signées, quoi. C'est super intéressant que tu dis ça parce que j'ai eu le même événement et ça m'a surpris moi-même face à un client qui n'est plus un client aujourd'hui. Et en fait, je me suis surpris à poser une frontière par rapport à une chose. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée c'est que lors d'un échange, on travaille sur un site en commun et il y a un échange où il y a une manière d'agir en lien avec la jante féminine qui n'était pas du tout ok pour moi. Tu vois. Et en fait, je me suis vu, mais là, c'est comme tu dis, ça chauffe, ça monte, il y a un truc, mais j'ai dit, mais c'est pas ok, c'est pas ok. Et là, d'un coup, je fais, attends, excuse-moi, stop. Mais là, c'est pas du tout ok pour moi. Et je crois que je vais arrêter la connexion parce que ça me met dans une forte émotion, tu vois. Et en face, c'était la même chose dont tu as parlé. La personne est choquée parce que je parle ouvertement de ce qui se passe et c'est hyper intéressant de vivre ça. Je l'ai pas vécu beaucoup, mais vous êtes vous-même en émotion, mais vous l'exprimez. Vous avez le courage et l'entraînement. Hein. C'est un muscle aussi que je bosse depuis plusieurs années maintenant. Voilà, moi aussi. Et qui fait que ça nous met toujours en émotion. Mais là, il y a stop. Et ouais. je lui ai dit, je pense même qu'on va sûrement arrêter la collaboration, mais j'ai besoin de prendre du recul et je reviens vers toi. Et j'ai arrêté la visio. Il a fait ok. Et tu vois, c'était genre en mode pareil moi-même. Et là, j'ai arrêté la visio. Je dis mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'était plus moi qui étais aux commandes. Tu vois, il y a quelque chose de plus grand qui me disait un grand stop. C'est pas ok. C'est vraiment pas ok. Je ne veux plus travailler dans ces conditions. J'ai laissé redescendre 24 heures plus tard. J'ai dit, écoute, je te rembourse la moitié de ça, machin. J'ai tout clôturé. Ça ici. Après, il a essayé de revenir un petit peu avec ses excuses. C'est pas grave. C'était, voilà, moi, je clôture ça. On fait propre, mais je peux plus. Et il y a eu un switch, un avant-après. On va plus du tout travailler. Et comme toi, je dis, voilà, je te dois tant par rapport aux heures que j'ai faites. Et on s'arrête là sur l'avance et tout. Et voilà, tu vois. Mais c'est fou. Et ça, cette expression des frontières intérieures, c'est le corps qui le dit. La bouche va l'exprimer à un moment, mais genre stop. Et même après, bon, on peut couper tout de suite la visio si vraiment on n'est pas capable d'exprimer quoi que ce soit. Mais là, il y avait un stop et j'étais genre, pour moi, c'était un grand point marqué dans ma manière de m'exprimer. Et c'est la même chose que toi. La personne en face est choquée, presque autant que toi, qui est là genre 2000 €. Tu vois, c'est très intéressant quoi. Oui, et il y a vraiment, c'est fascinant hein, aussi ce que tu expliques. Et ça, comme tu dis, on le voit bien avec une affaire en cours que tu as mentionnée aussi, évidemment, hein, dans les médias, avec comment les prédateurs peuvent vivre en toute impunité pendant des décennies et des décennies sans que rien ne leur arrive. D'ailleurs, chaque année, hein, il y a des personnes qui sont déchues comme ça de leur piédestal. Dans toutes sortes de milieux, y compris les milieux spirituels. Hein.
Donc c'est vraiment quelque chose qui. Donc pour répondre à ta question, parce que tu disais est-ce que ça peut être de la dark empathy, justement, de l'empathie sombre, dans la mesure où ces personnes sont conscientes de la manipulation qu'elles exercent, moi je pense que oui. Maintenant, comment on détermine si elles sont conscientes ou pas, ça c'est complexe. Parce que c'est rarement, dans mon expérience, les choses sont rarement binaires. Et même quand on parle des TPN, hein, des troubles de la personnalité narcissique, avec toute cette construction du faux self, avec ce phénomène du split ego, comme le mentionne un psychiatre américain que je trouve passionnant, qui a étudié justement sur ces profils dans les groupuscules terroristes. Et moi, je m'étais appuyée sur ces recherches à Taïwan pour travailler sur le phénomène des abus d'autorité des gourous dans les milieux spirituels et les mécanismes de codépendance et d'autorité dans ces domaines-là. Et on voit qu'il y a souvent un peu un phénomène qui se répète, hein, mais chez chaque personne, il y a des ingrédients qui sont différents, en effet de spectres et de couleurs différents, donc c'est très compliqué. On peut pas vraiment mettre des étiquettes et des gens dans des tiroirs facilement, mais on a tendance quand même à devoir le faire pour pouvoir se préserver malgré tout. Et c'est vrai que dans le doute, comme tu l'as fait, je me sens pas OK avec ça, I back off. Je prends ma distance et je reviens avec ma décision. Et c'était hyper sage parce que dans le cas où, par exemple, on pourrait se rendre compte que dans certains cas, peut-être on a réagi un petit peu trop fort, à ce moment-là, on peut aussi revenir vers quelque chose qui est plus dans le consensus ou faire une proposition intermédiaire, par exemple. Voilà. C'est pas parce qu'on ressent les choses fort qu'on a forcément raison. Ça, c'est aussi important de le dire, hein. Ouais, et c'est important aussi de bien se connaître. Effectivement, il y avait aucun problème pour moi de me dire, je vais, s'il faut, désescalader et dire en fait non, là, excuse-moi, je me suis emballé, il y a eu un truc et tout. Sauf que je le savais, et ça, c'est plus on avance, plus on arrive à bien se connaître, à écouter ses ressentis du corps. Il y a un truc à l'intérieur qui fait que c'est quand t'es en lien avec la personne, il y a quelque chose qui est, qui est pas trop en sécurité, qui est un peu instable. Ok, apprenez à écouter le corps, et c'est ce que tu vas nous apprendre aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de voir que déjà, il y avait plein de signaux qui étaient présents. Et c'était juste un espèce de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ah ouais, en fait, non, c'est plus possible. Je sentais, mais ça y est, c'est un peu, merci, il est au jour, ce truc que je ressentais. Mais ça peut prendre son temps, ça fait plusieurs semaines, tu vois. Et c'était le bon moment pour dire, ah oui, voilà, il était prêt à éclore ce stop, mais il avait besoin de faits réels. Il était en vigilance, tu vois, mon corps est face à cette personne. Et je pense que, et on va terminer l'épisode aussi un peu aussi sur ça, et tu vas le clôturer au mieux. Avant qu'on attaque sur le suivant, on va parler justement de comment on fait avec tout ça, maintenant qu'on a fait l'état des lieux et on commence à vous donner des pistes. Mais l'idée, c'est d'arriver à rester en connexion avec soi quand on est face à ce type de personnes, et peut-être que des signaux sont déjà très présents, mais comme on est nous très hautement empathiques, on trouve des excuses, on arrondit, et on se connecte parce qu'avant tout c'est le lien qu'on vient valoriser, qui peut être une force, mais qui peut du coup face à une personne qui sait très bien connecter, mais aussi voir, ah tiens, là c'est ouvert, là je peux passer, là je peux dire ça, jouer avec cette haute empathie, et nous on se retrouve sans défense et un moment un peu acculé, mais bon, heureusement aujourd'hui on a des choses pour s'éveiller, et toi t'as réussi à bien poser tes frontières, et l'idée c'est de vous aider aussi à le faire progressivement, quoi. Oui, c'est passionnant ce que tu décris parce que tu mentionnes vraiment cet effet de cumul, qu'il y avait des signaux, mais que c'était pas suffisamment factuel. Donc ça veut dire ton système il était déjà en alerte, ton intuition elle était probablement déjà, elle avait déjà trouvé quelque chose qui jouait pas, plusieurs éléments. Mais il fallait encore vraiment une démonstration tangible, en fait, pour que tu puisses prendre ta décision. Peut-être un effet de timing, hein, aussi, dans certains cas. Je pense que et ça, c'est un phénomène récurrent qu'on voit dans l'hyper-empathie parce qu'il y a souvent, une telle tolérance à supporter l'inconfort, dans certains cas l'abus aussi, hein, puisque ça vient souvent de traumas développementaux quand même. Donc, il y a cette capacité à endurer beaucoup trop longtemps et beaucoup trop de choses. Et
Et effectivement, très souvent, notre empathie, comme tu le décris bien, elle a déjà repéré des signaux. Et quand on se repasse rétroactivement, en fait, l'historique, on voit qu'il y avait un amoncellement de, qu'on appelle les mini red flags. J'aime pas trop ce terme, mais voilà, aujourd'hui c'est la red flag culture, tout le monde parle de ça, mais il y avait des petits drapeaux en fait tout au long du parcours qu'on a excusés, justement par peut-être générosité, par laisser le bénéfice du doute, hein. Voilà, de peur, il y a aussi toute cette projection, j'en parlerai peut-être plus en profondeur de ces défis que rencontrent les empathes, justement. On va rentrer plus en profondeur dans ce sujet-là et comment on peut faire, quelle stratégie on peut adopter pour pouvoir se sortir de ces défis-là, hein, dans la mesure du possible. Parce que justement, on voit qu'on est dans un conditionnement qui fait que on va pas forcément fermer la porte d'un coup, ou pouvoir être capable de identifier où est notre propre limite, puisqu'il y a cet effet des frontières poreuses, voire peu existantes, voire inexistantes. Chez certaines personnes, c'est assez extrême aussi. Hein. C'est tu veux mon argent, je te le donne. Tiens, prends-en encore. Et moi, comment je vis au final? Je peux plus. Il y a des cas comme ça, hein, qui existent, hein, des fonctionnements comme ça. Et voilà, donc ce que tu décris, je trouve très intéressant parce que il y a vraiment on voit que c'est un cheminement en fait. Et autre chose que ce que tu dis démontre aussi, c'est à quel point on vit dans une société et une éducation, une culture qui nous coupe du corps. C'est-à-dire que le corps n'est pas une autorité en soi. Ce qui est l'autorité, c'est la raison dans nos cultures occidentales globalement, hein, la domination de la raison. Et le corps est secondaire. Voilà. Combien de fois les médecins nous ont dit dans nos générations, hein, on a la quarantaine, mais c'est dans la tête. Hein. Ouais. Non mais t'as raison, hein, refaire du corps une autorité. J'ai vraiment envie qu'on termine là-dessus parce que le premier signal et tous les signaux et tous ces petits drapeaux là étaient là. Mais si tu refais une autorité du corps très vite, même si ma raison me dit mais il n'y a pas de raison concrète, factuelle de dire stop au début de cette collaboration. En vrai, ce qui est tellement bien orchestré, ça m'a montré aussi dans le parcours, ce que tu parlais de timing, que ah oui, là c'était sur un site internet, ah oui non mais en fait ce type de site c'est pas vers ça que je devrais aller en fait. Là j'étais en train pareil de capacité à endurer et tout, alors qu'en fait j'avais un modèle qui fonctionnait très bien, revenir plus simple et travailler avec des personnes qui ne sont pas ce profil-là. Tout était montré déjà, mais il y avait comme ah oui l'argent ça peut me servir, je vais apprendre des choses et finalement tu vois c'est la vie est bien orchestrée, mais tout était déjà là et aujourd'hui j'ai la même situation, je dis non dès le départ et je gagne du temps, mais parce que j'ai eu l'enseignement. Donc j'étais obligé de passer par là et je pense qu'on est un peu tous pareils dans nos expériences. T'avais besoin de passer par là pour que le prochain n'arrive même pas dans ton champ, j'imagine quoi. Oui, et en même temps, il faut pas non plus pathologiser ou se blâmer, parce que c'est ce que je vois beaucoup chez mes clients, je dois dire. Et moi, j'essaie vraiment de leur transmettre aussi ça, parce que quand on regarde vraiment des interviews des experts, des psychiatres ou des médecins experts justement dans ces pathologies, qu'on mentionnait, les troubles de la personnalité narcissique, la psychopathie ou sociopathie ou troubles de la personnalité antisociale, comme on dit plutôt, etc. En gros, des profils manipulateurs, etc. On peut voir que même ces experts nous disent que dans leur cabinet, ça peut leur prendre 1 à 2 ans avant de vraiment identifier ces personnes. Pareil pour les personnes qui témoignent de des abus qu'elles ont vécus dans des relations avec des personnes qui ont des véritables, on va dire, troubles narcissiques, hein, sans vouloir aller dans les abus de langage, hein, mais où on voit vraiment qu'il y a un pattern on va dire, de comportements qui sont quand même assez malveillants, graves. Et on voit que ces personnes-là, elles mettent beaucoup de temps avant de s'en sortir, parce que sortir de cette dissonance cognitive prend du temps. Et moi-même, j'ai personnellement aussi passé par là. J'ai été aussi en partenariat avec un profil comme ça.
Et j'ai pu voir qu'est-ce que c'était en thérapie d'être avec quelqu'un comme ça. Et c'est de la poudre aux yeux. Et c'est le thérapeute, l'expert avec ses multiples PhD qui tombe devant cette personne en admiration, qui boit ses paroles. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Et moi, tout ce que je pouvais dire j'étais mais invisible. Donc, quand on voit ce genre de choses, on sait que c'est aussi un problème à chaque fois qu'on a affaire à la justice. Il y a souvent un redoublement du trauma justement pour les personnes qui sont déjà victimes, parce que elles se mettent à nu, donc c'est vraiment évidemment extrêmement je veux dire dur, une épreuve en soi, et combien de fois aussi elles doivent répéter leur histoire, mais en plus de ça, c'est des personnalités qui sont capables justement par rapport à cette empathie cognitive dont on parle de mettre une emprise même sur les avocats, les juges, les directeurs d'école, voilà. Donc c'est des personnes qui ont vraiment des grandes capacités pour faire ça. Et je pense qu'il faut pas les sous-estimer. Non, et par contre, ce qu'on peut faire, c'est nous se renforcer, travailler sur nos ressentis, les connexions à notre corps, apprendre en regardant des vidéos comme celle-ci, écouter aussi, les personnes qui ont des expériences communes ou dans ce qu'on voit actuellement dans la presse et dans les grandes affaires de France et du monde, même en général, qui nous aident à mieux comprendre les petites affaires plus petites, même s'il n'y a pas de taille par rapport à nous. Et on va développer ça dans le prochain épisode qui sera les défis justement de ces grands et hautes empathies et comment on va les transformer. Je te remercie Aude, et tu as le dernier mot pour terminer. Peut-être je vais juste introduire une citation de Judith Orloff, qui est justement une psychiatre américaine qui travaille beaucoup avec le public des hauts empathes, justement. Elle dit « Avoir de l'empathie signifie que notre cœur s'ouvre à la joie ou à la souffrance d'autrui, mais chez les empathes, ça va beaucoup plus loin. Nous ressentons réellement dans notre propre corps les émotions, l'énergie et parfois même les symptômes physiques des autres, sans les filtres ou défenses habituelles que possèdent la plupart des gens. » Et je trouve que c'est une belle définition, traduite en français. Et dans le prochain épisode, je voudrais aussi parler un peu de son travail et la typologie qu'elle a dressée sur les profils d'empathes, justement. Génial. Hâte de faire cet épisode, et comme ça vous apprenez aussi à mettre des filtres et à pouvoir beaucoup mieux positionner vos frontières et pouvoir actionner comme on l'a eu en expérience avec Aude. Et puis ça arrive quotidiennement, et quotidiennement, pas forcément, mais ça peut, et c'est le but de se renforcer et de se transformer au fur et à mesure pour que ça arrive beaucoup moins souvent. Merci Aude, et à la prochaine. Merci à toi. À bientôt. Ciao.